Eric, bonsoir. Bonsoir Dan. Comment vas-tu? Bien, Le plaisir de c'est te... une belle soirée. Hmm. Merci beaucoup, c'est une belle soirée. Je voulais te poser la question, puisque c'est la première fois que je fais le Neti Neti en direct, enfin en direct avec beaucoup de gens et avec toi. Pourquoi est-ce que finalement, à chacune de tes interrogations, on ne doit pas faire référence à la mémoire? Ma question c'est, est-ce que finalement la mémoire c'est quelque part un peu, entre guillemets, notre ennemi? C'est ma première question. Et si je peux en poser une deuxième avant que je me taise, la deuxième, ça serait, une fois qu'on a répondu à toutes ces interrogations en disant qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on est réduit, je suppose, à la plus simple expression de nous-mêmes. Et est-ce qu'on est réduit à simplement être? Est-ce que c'est ça, être le soi? Merci. La mémoire n'est pas... Il n'y a rien qui soit un ennemi par rapport à ce que nous sommes, puisque tout apparaît et disparaît en nous. Simplement, la mémoire, c'est du passé, n'est-ce pas? C'est de la pensée. Et la pensée, c'est toujours du passé. Est-ce que tu vois que la pensée, elle apparaît et disparaît en toi en cet instant? Oui, quand on fait l'exercice, oui, elle disparaît. Oui. Voilà. Donc il y a quelque chose qui précède la pensée, qui est présent pendant l'expression de la pensée, et qui est présent après. La pensée, c'est la mémoire. Mais ce qui demeure, ce qui est avant la mémoire, ce n'est pas de la mémoire. Mais on s'est très longtemps défini au travers de la mémoire. C'est comme ça qu'on se définit. Et c'est parce qu'on a laissé la mémoire nous définir, la pensée nous définir, le langage nous définir, les autres nous définir, qu'on a recouvert cet espace de présence dans lequel apparaît et disparaît la mémoire. Mais comme la mémoire apparaît et disparaît très souvent, et que la plupart des 7,8 milliards de gens sur cette planète fonctionnent avec une mémoire qui est presque continue durant tout l'état de veille, et qui nous dit qu'on est quelqu'un, qui nous le rappelle, qu'on est un corps, qu'on est une mentale, qu'on a une histoire, qu'on a des choses à défendre, qu'on a des gens à aller voir, qu'on a des rendez-vous à prendre, que hier quand j'ai dit ceci et cela, ben, j'aurais pu mieux faire, ou alors j'étais très brillant, demain je serai moins brillant ou plus brillant. Toutes ces pensées qui sont là, qui moulinent en permanence, et auxquelles on croit, pour la plupart des 7,8 milliards d'humains, eh bien, elle masque cet espace de présence. Et donc, si tu voulais te définir au travers de la mémoire, tu tomberais dans le piège, en fait, tu vois. Tu passerais à côté de qui tu es vraiment. La mémoire, elle est basée sur le passé. Mais toi, tu es là maintenant, n'est-ce pas? Qui es-tu maintenant? Qui es-tu pour toi-même? La mémoire, c'est quelque chose qui a été appris. Est-ce que tu peux regarder sans la mémoire, sentir une sensation sans la mémoire? Est-ce que tu peux écouter une musique comme si c'était la première fois?
Est-ce que tu peux caresser le corps de quelqu'un, comme si c'était la première fois? Est-ce que tu peux écouter une émotion? Une colère, une tristesse, un sentiment de jalousie, un sentiment d'injustice? Sentir tactilement, sensoriellement, sans la mémoire. C'est tout ça l'invitation. La mémoire n'est pas un ennemi, mais la mémoire c'est très utile pour fonctionner dans le monde. Mais la mémoire ne peut pas nous dire qui nous sommes réellement, puisqu'elle est un fragment. Elle apparaît dans la conscience, et elle disparaît dans la conscience. Et les pensées nous disent toujours, voilà comment tu vas trouver la paix. Tu vas trouver la paix, l'amour, la joie, en cochant des cases. Et en général, ces cases, ce sont tes parents, ou tes profs, ou les médias, ou les pubs, ou tes amis, qui te les ont plus ou moins inspirés. Et donc la mémoire, elle va toujours tenter de se raccrocher à quelque chose de connu, en fait. Il y avait un très beau livre de Krishnamurti, un grand enseignant spirituel laïque au XXe siècle, dont le titre était « Se libérer du connu ». On ne peut jamais se découvrir de façon positive, parce que on ne fera que ressasser la mémoire. On doit découvrir qui on est en rejetant la mémoire, effectivement. La mémoire est intéressante pour fonctionner en société en tant qu'humain, mais elle n'a pas lieu d'être pour décrire l'indescriptible. On doit aller au-delà. En deçà même, je dirais. Parce que ça se joue avant la mémoire. Déjà, avant de répondre à ta deuxième question, comment est-ce que ça résonne pour toi? J'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce que tu viens de dire, ça résonne énormément. Voilà, je suis sans voix, sans voix tellement ça résonne bien. Donc c'est une réponse, j'allais dire, même à laquelle je ne m'attendais même pas, et qui répond à beaucoup de mes problématiques ou de mes questions. Voilà. Pendant longtemps, et comme tout le monde, je me suis défini au travers de la mémoire. Je m'étais identifié à un certain nombre de réussites et d'échecs, de localisation dans le temps et dans l'espace, de lieux de vie, de gens qui avaient accompagné ma vie, etc. Je me représentais comme ça. Et la mémoire, c'est comme des perles d'un collier, en fait. Et donc on a l'impression que, tant qu'on n'a pas investigué, on a l'impression que le collier, il tient tout seul, les perles tiennent toutes seules. Et que c'est la mémoire qui nous donne la continuité de notre être. Mais voilà, quand on investigue, on se rend compte qu'il y a un fil invisible qui relie toutes les perles. Parce que je ne suis pas sans cesse en train de penser. Il y a plein de moments dans la journée où tu ne penses pas. Il y a des moments où tu es étonné. Il y a des moments de brèche dans ton mode de perception duel. Il y a des lézardes, il y a des craquelures dans l'armure égotique qui est basée sur la mémoire. Il y a des moments où tu es touché, tu es ébranlé. Il y a des moments où, je sais pas, où tu as une très grande douleur, souffrance, ou une très grande extase, esthétique, sensuelle ou autre. Dans ces moments-là, il n'y a pas de place pour la mémoire. Et là, dans ces grands moments-là, il y a une grande main qui nous est tendue vers en deçà de la mémoire, mais ne serait-ce qu'à chaque instant de la journée, il
t'est loisible de vérifier qu'entre deux pensées, il y a un espace. Un peu comme au cinéma, quand on regarde un film, bien sûr, s'il est en 24 images par seconde, on a l'impression que c'est la vraie vie. Parce que c'est ainsi que notre cerveau le comprend. Mais si tu descends à 15 images ou à 10 images par seconde ou à 5 images, tu vois que ce sont que des photos. Et donc la pensée, c'est la même chose. En fait, on a l'impression que c'est une continuité et qui nous restitue une forme d'identité. Et comme ça a été validé par nos parents, par notre entourage, que c'est ça que nous sommes finalement ce qui est définissable par une mémoire, on passe notre temps à servir cette mémoire de qui je crois être. On est au service de quelque chose qui n'est même pas une entité, d'un ensemble d'images, d'une sorte d'illusion, mais qui tourne à une certaine vitesse qui fait que on a l'impression que c'est vrai. On a l'impression que c'est vrai. C'est une forme d'inattention qui nous fait croire qu'on est de la mémoire. Tu vois. Voilà. Et donc cette pratique-là, et qui est très profonde, puisque c'est pas un simple neti-neti où on rejette tout, on donne deux propositions. Parce que le mental fonctionne sur des paires d'opposés toujours. J'aime, j'aime pas, grand, petit, beau, pas beau, intelligent, stupide, etc. etc. Et donc, quand on choisit, en général, on fonctionne en nous attachant à l'une des deux propositions. Et là, je vous ai en plus fait des propositions, toujours honnêtes, mais à propos de, justement, les définitions spirituelles qu'on pourrait avoir de soi-même. Parce que là, ça devient justement tentant de s'enfermer dans une définition très spirituelle. Dire je suis éveillé, ou je suis sans forme, ou je suis la présence. Mais sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales. Es-tu, êtes-vous, et je m'adresse à tout le monde, êtes-vous présence, absence, ou ni l'un ni l'autre? Est-ce que le ni l'un ni l'autre pour toi est évident? C'est ça aussi la question. Ou est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui veut attraper une des deux propositions, des deux premières propositions? Je te réponds, oui. Oui, si tu veux bien. Le mental cherche toujours, quand on pose la question, à essayer de se raccrocher et à répondre à quelque chose. Mais à une des propositions. Pardon. Mais tu n'as pas oublié que c'est sans faire référence à la mémoire. Oui, et du coup, ouais. On fait le... C'est le du coup qui m'intéresse. Quand on fait l'effort, puisque Ramana dit que malgré tout, il faut faire un peu d'effort quand même pour être sur la voie. Quand on fait cet exercice, en tout cas, on arrive quand même à rejeter les propositions et du coup à être dans un état qui n'est ni l'un ni l'autre. Et qui au final, si on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est rien. Et ça donne un peu une sorte de vertige. Parce que si on a compris certaines choses, je suppose que si on n'est rien, on est tout. Donc,
Ça Oui, donne un certain mais vertige et une certaine plénitude. alors ce vertige est là, est encore une forme de résistance à se déposer complètement dans ce rien. Et bon, n'allons pas trop vite. Oui, le rien va réaliser qu'il s'exprime en tant que tout. Mais tu dois d'abord vraiment sentir ce dépouillement. Apprécier la paix de n'être ni ceci ni cela. C'est-à-dire le non-conflit. Apprécier la joie qui rayonne dans cet espace de non-savoir. C'est-à-dire l'absence de manque. Apprécier l'intimité avec toute chose, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire formuler de façon non duelle la non-séparation. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire avec le mental, ok, bah c'est rien, et le rien c'est le tout, bon. Non, il faut le vivre directement. Donc il faut prendre le temps de l'apprécier, d'être sciemment ce rien, qui n'est pas un néant, qui est un rien de forme. En anglais, on dit nothing. Nothing signifie rien, et ça veut dire not a thing, une non-chose. Ce que je découvre est une non-chose. Et ce n'est pas parce que c'est une non-chose que ça n'a pas de valeur, justement. Peut-être même que c'est la valeur suprême. Souvenons-nous là, de ce premier logon, parce que je le trouve merveilleux. Chercheurs que vous êtes, continuez à chercher jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Lorsque vous aurez trouvé, vous serez bouleversé. Étant bouleversé, vous serez émerveillé et vous régnerez sur le tout. Tant qu'il n'y a pas cet émerveillement de ne rien être, c'est que le rien est encore un petit peu, on va dire, mental, tu vois. Donc il y a vraiment à se laisser complètement imprégner par cet espace de non-savoir, de le goûter. Vraiment, c'est ça l'invitation. Et ta deuxième question, c'était quoi ? Franchement, la première me suffit amplement. mais, Bon. mais la deuxième, c'était que si on répond à chaque fois ni l'un ni l'autre, et au passage, pour répondre un peu à ta réponse, je trouve il faut énormément d'humilité en fait pour tout ça, et c'est certainement ce que tu disais à propos des paroles du Christ, le dépouillement. Ma deuxième question, c'était si on n'est ni l'un ni l'autre, on est réduit à quelque chose de sa plus stricte, au plus strict minimum, enfin à la plus stricte unité. Enfin, je parle pas de l'unité, je parle vraiment de ce qui reste, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste être, ou est-ce que c'est ça la définition un peu du soi en fait, c'est ça. Si on n'est plus rien, si on n'est ni ça ni oui, ça. tu es juste être. Et le juste, ben, c'est l'être qui imprègne tout l'univers. Dans la phrase que j'ai citée là, dans ce troisième logion, il dit « et vous régnerez sur le tout ». Parce que tout apparaît dans cet être. Il n'y a rien qui puisse apparaître en dehors de l'être, que tu te découvres être. Il faudra bien sûr aussi explorer cet être qui est là, pour en sentir la valeur, sentir le trésor que c'est. Il faut découvrir que cet être n'a pas de limite. Et dans l'instant, tu peux explorer cet être-là et voir si cette présence
a des limites. En fermant les yeux, par exemple, est-ce que tu peux trouver, et tout le monde peut le faire, est-ce qu'en fermant les yeux, cette présence qui se révèle lorsque il n'y a plus d'attachement à un des pôles de dualité et qu'on est sans mémoire, est-ce que cet espace est limité vers le haut, par exemple? Étendons l'attention vers le haut, pouvons-nous découvrir un endroit où s'arrête cette présence, cette être-té, et où commencerait quelque chose d'autre, comme entre un intérieur et un extérieur, par exemple. Ou est-ce que cette idée d'intérieur et d'extérieur, cette idée de limite, n'est en réalité dans l'expérience directe qu'un concept qui apparaît et disparaît au sein de cette présence, qui lui demeure telle qu'elle et n'en est pas affecté. Il faut regarder. Est-ce que cette présence a des limites vers le haut? Est-ce que vous pouvez trouver un endroit où s'arrête la présence et où commence quelque chose d'autre? Et vous pouvez aussi étirer, étendre l'attention vers le bas, explorer. En fait, c'est vous-même qui vous explorez vous-même. C'est le jeu véritable qui s'explore lui-même, c'est la présence qui s'explore elle-même, parce que c'est elle qui sait qui elle est. Donc ce n'est pas une exploration qui est menée par le mental, par la pensée. Donc la présence se goûte elle-même. Est-ce qu'elle trouve une limite à elle-même? Est-ce que tu trouves une limite à toi-même, Eric? Vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Tu vois, tout ça doit faire l'objet d'une investigation patiente, courageuse, déterminée, parce que tu veux savoir. Et tu ne veux pas t'appuyer sur la mémoire, tu veux t'appuyer sur l'expérience directe que tu fais de toi-même, pour une fois. Tu ne vas pas t'en laisser compter. Et on arrête de s'en laisser compter quand on a beaucoup souffert, quand on a beaucoup cherché dans des directions sans résultat, stable, quand on a beaucoup épuisé d'expérience dans la vie. À un moment donné, on est prêt pour la discrimination. C'est l'intelligence la plus haute, c'est celle que nous avons de discriminer entre ce qui est réel, c'est-à-dire ce qui est toujours là, et ce qui est transitoire. Et ça, c'est pas la mémoire qui peut te dire ça, elle ne s'occupe pas de ça. C'est toi. Toi qui es témoin de la mémoire. Et donc tu découvres soudainement qu'il n'y a pas de limite à ton être. Donc c'est pas rien. Tu es illimité. Tu es sans limite. Et donc ce que tu découvres, en ramenant ton attention vers cette présence, c'est que cette présence, elle n'est pas personnelle. Une personne a des limites, a des contours. Elle est localisée dans l'espace et dans le temps. Mais toi, tu ne peux pas trouver de limite à toi-même. Et ça, quand Jésus dit cherchez jusqu'à ce que vous trouviez, ça c'est le retournement, et vous serez ébranlé, je ne sais plus comment il dit. C'est ça. Et vous serez émerveillé. Il y a cet émerveillement qui est sans mots. C'est pas rien que de s'étonner d'être.
quand tu vas continuer à explorer la nature de cet être-té, petit à petit, tu réaliseras que c'est juste rien de perceptible, rien de concevable. Mais c'est un rien qui est éveillé à lui-même et qui accueille toute forme, qui imprègne toute perception. Tout est perçu à partir de ce rien. Le corps, les sensations, le mental, les pensées, et le monde, les perceptions, les couleurs, les odeurs, les goûts, les sensations, les sons. Donc, à un moment donné, il y a une intimité amoureuse, une intimité folle avec le monde, avec les autres, parce que quand tout est perçu à partir de ce rien, il n'y a plus de séparation. Ça apparaît à 0 cm de toi. On peut faire cette expérience avec le son. Pour qui apparaît ce son dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire? Est-ce que ce sont 2 oreilles, un cerveau qui, dans l'expérience directe, écoute ce son, ou est-ce que ce son, il apparaît à 0 cm de vous? Est-ce que le son, il est là-bas, dans votre expérience directe, et vous, ailleurs? Ou est-ce qu'en réalité, le son apparaît en vous? En fait, rien n'est jamais apparu là-bas. Tout apparaît ici. Mais cet ici n'est pas un ici qui est localisé dans l'espace. Donc le rien, c'est pas rien. C'est le rien du tout, effectivement. C'est le rien qui imprègne tout ça. Parce que ce rien que tu es, ce rien, ce jeu que tu es, qui est une non-chose, rien, nothing, ce jeu est présent dans toute expérience que tu fais. Et pour chacun d'entre vous, ça a toujours été présent, le jeu. Ce jeu qui est sans forme et sans âge. C'est même la seule chose qui ait jamais été là. Si on va profond, on découvrira qu'il n'y a que jeu. Non-dualité. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un. On peut appeler ce un l'un, et ça aura une certaine couleur pour le mental humain. On peut l'appeler je, comme dans les Védas, je suis Brahman. L'invitation de Shankaracharya à méditer. Je suis Brahman, je suis la totalité, je suis l'absolu. On peut l'appeler il, comme par exemple Ibn Arabi dans le traité de l'un. Il n'y a que Allah. Il n'y a que un. Et ce que je découvre au fond de moi, c'est Allah. On peut dire que c'est elle. On a des problèmes avec la masculinisation. On peut l'appeler le soi. Mais quand on vit cette intimité, il n'y a pas de mots.
Voilà. C'est ce qu'on appelle traditionnellement l'amour. C'est pas un sentiment, c'est cette intimité. C'est une invitation à faire cette pratique encore et encore, parce qu'elle est radicale. Voilà. Merci à toi, Eric. Comment ça résonne tout ça pour toi? Ben oui, ça résonne beaucoup. J'ai juste envie de te remercier pour tes réponses et puis ces investigations qu'on fait ensemble. Et ça résonne et ça progresse surtout. Voilà, merci beaucoup. Avec joie. Alors, si on ne fait pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que ce que je suis progresse? Ou est-ce que ce que je suis ne connaît aucun progrès? Ou ni l'un ni l'autre. En fait, cette investigation pourrait être menée toute la journée, évidemment. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le mental soit informé. Les savoirs relatifs, c'est très bien. C'est très bien de savoir qu'un carré est un carré et qu'un cercle est un cercle, et comment une voiture fonctionne, et voilà, de mettre la bonne essence dans le réservoir. Mais pour nous dire qui je suis, pour nous amener vers la paix que nous sommes, vers la joie que nous sommes, vers la réalité, vers l'amour que nous sommes, le mental doit être transcendé. Et chaque fois que le mental est ramené dans sa source, il est informé. Il est informé. Donc il se passe quelque chose. Et petit à petit, plus il est informé de sa nature silencieuse, et plus il se met au service du silence dont il est issu et dans lequel il se résorbe.